Les bailleurs de fonds ont marqué leur accord pour le financement du programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou en octroyant à la Côte d'Ivoire plus de 219 milliards de francs CFA. « 30 000 hommes seront déployés sur l'étendue du territoire pour la sécurisation du référendum du 30 octobre. Ils seront présents dans les grandes agglomérations, en campagne et sur les routes. L'Afrique du Sud va se retirer de la Cour pénale internationale. Dans une lettre adressée aux Nations Unies, elle estime que ses obligations au regard de la résolution pacifique des conflits étaient parfois incompatibles avec l'interprétation donnée par la CPI. Madame, Monsieur, bonsoir. Sur un financement de 245 milliards de francs CFA attendu sur 20 ans, plus de 219 milliards de francs CFA ont été octroyés à la Côte d'Ivoire par le bailleur de fonds pour le financement du programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou. Cet engagement des bailleurs de fonds a été insatisfait pour le chef du gouvernement. Les bailleurs de fonds de la Côte d'Ivoire ont été invités à une table ronde sur le financement du programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin versant du Gourou. Au terme de 2 jours de travaux, c'est la ministre de la Salubrité urbaine qui exulte. Les bailleurs ont marqué leur accord sur le financement. De 2017 à 2020, nous avions besoin de 68 milliards et nous avons réussi à avoir au-delà de ces 68 milliards de francs CFA. Sur le moyen terme et le long terme qui devait nous amener donc à l'horizon 2030, nous attendions de façon globale 245 milliards. Nous avons eu 219 milliards de francs CFA. Ça nous permettra d'aller vite et d'améliorer les conditions de vie de nos populations, de réduire donc les maladies et puis de réduire même les nuisances. Pour amoindrir les dégâts en saison des pluies du carrefour de l'Indénié, un programme d'urgence avait été déployé ces dernières années. Il a permis de rendre fréquentable la zone, mais pour améliorer et pérenniser ces acquis, il faut faire des travaux plus importants. En ce qui concerne donc la gestion du bassin versant du Gourou, les travaux que nous allons réaliser dans le cadre de ce projet viendront donc comme pour parachever tout ce qui est déjà réalisé donc, au niveau de la baie de Cocody. Ce qu'il faut noter au-delà des perspectives heureuses pour le bassin du Gourou, c'est la solidarité des financiers pour les initiatives ivoiriennes. Il y a une bonne mobilisation forte de nos partenaires de développement, parce que ces partenaires de développement font confiance à la Côte d'Ivoire. Et je pense en fait qu'on ne doit pas, disons que les décevoir, que ces fonds soient utilisés dans la meilleure façon possible, le plus rapidement possible, et que les populations sentent le changement. Parce que c'est pour elles que nous travaillons. La table ronde referme ses portes. Les travaux, eux, sont annoncés pour début 2017. Plus de 200 objets de recherche archéologique réalisés depuis 112 ans en Côte d'Ivoire ont été exposés dans la capitale économique ivoirienne. Les vestiges exposés se présentent sous divers aspects, couvrant toutes les périodes de l'histoire, de la préhistoire aux périodes modernes et contemporaines. Franck Quadio était au Palais de la Culture où les vestiges ont été exposés. Les pierres sculptées de Goïtafla, des vestiges portant des traits humains taillés dans la pierre latéritique, des fragments de récipients et bien d'autres traces nourrissant le patrimoine archéologique national exposé au Palais de la Culture, une mine d'informations appréciée par ses étudiants. Avec cette exposition, on comprend déjà l'origine, l'organisation sociale des peuples en Côte d'Ivoire. 100 ans de recherche archéologique de Côte d'Ivoire, il s'agit pour le ministère de la Culture et celui de l'enseignement supérieur de montrer l'importance des recherches archéologiques réalisées pendant plus de 100 ans et évaluer leur impact sur le développement économique et culturel. L'idée pour nous, chercheurs, et pour le ministère de la Culture est de faire connaître l'archéologie et d'amener le pouvoir public à prendre en compte l'archéologie dans les stratégies de développement local, régional et national. Notre archéologie a besoin d'être promue. Elle devra pouvoir jouer pleinement son rôle dans le processus de développement de notre pays à travers les études scientifiques, la valorisation et la sauvegarde. Des vestiges et matériaux anciens peu connus
Il s'agit pour l'État de vulgariser la recherche, volonté exprimée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Donc la culture et la francophonie a porté une attention toute particulière à cette problématique, de même qu'à celle de la nécessaire préservation des découvertes enregistrées, afin de faire des propositions au gouvernement à cet égard. Il faut, quand on a trouvé quelque chose, qu'on puisse le faire savoir, parce que très peu de nos nationaux savent qu'il y a des choses qui datent de la préhistoire et quelquefois même bien avant. Donc il faut vraiment qu'on y travaille, qu'on le montre. Notons qu'en Côte d'Ivoire, les premières recherches archéologiques ont été entreprises par les chercheurs occidentaux de l'AOF. Aujourd'hui, avec la création de l'Institut des sciences anthropologiques de développement, ISAD en 2001, un nouveau dynamisme est sollicité pour le développement de la recherche. Pour être complet sur le sujet, sachez que les premières fouilles ont été réalisées au début des années 1970 par l'archéologue Victor Diabaté sur plusieurs sites. Un navire de guerre français et un autre de la marine britannique ont jeté l'ancre dans les eaux ivoiriennes. Rassurez-vous, ce n'est pas une déclaration de guerre, mais plutôt pour former la marine ivoirienne. Ces navires sont en Côte d'Ivoire depuis le 17 octobre dernier, après le sommet de Lomé sur la sécurité maritime. Le reportage de Hamza Diaby. 2 navires de guerre séjournent dans les eaux ivoiriennes depuis quelques jours déjà. Il s'agit du BPC Dixmude, 3e bâtiment de la marine française de la classe du Mistral, intégré au groupe aéronaval français. Ce bâtiment participe à des missions de maintien de la paix de l'ONU ou dans le cadre de l'Union européenne. Par rapport aux autres marines avec lesquelles nous avons fait des entraînements, et la marine ivoirienne est en pointe. Donc d'une manière générale, l'objectif de la marine française est de promouvoir l'action des marines africaines dans le golfe de Guinée, afin qu'elles s'émancipent, qu'elles s'autonomisent, pour pouvoir assumer elles-mêmes leurs prérogatives, leurs droits régaliens dans leur zone, pour que le pillage cesse et que la sécurité maritime soit assurée. Toutes ces initiatives quand même permettent à la marine nationale ivoirienne et aux forces de défense de Côte d'Ivoire de s'aguerrir. Donc nous saluons vraiment à juste titre la présence de nos frères d'armes français pour nous permettre de nous entraîner et de nous former correctement. Quant au deuxième, le RFA Gold Rover, c'est un navire de la Marine royale britannique qui vient donner du contenu à la coopération militaire avec la Côte d'Ivoire. Long de 145 mètres, ce dernier est spécialisé dans la protection des intérêts britanniques et assez expérimenté dans la lutte contre les narcotrafiquants et le grand banditisme en mer. Des exercices conjoints qui engagent les forces navales britanniques, françaises et ivoiriennes ont lieu ce vendredi dans les domaines des instructions sur tir, de plongée de combat et de détection. Les différentes délégations ont rendu visite au chef d'état-major général des FRCI et au directeur général du port autonome d'Abidjan avant de disputer un match amical de football qui s'est soldé par la victoire des marins ivoiriens. C'est demain que va débuter la campagne pour le référendum constitutionnel du 30 octobre. Mais avant cette journée de campagne, le président de la commission électorale indépendante a convoqué le collège électoral. Écoutons Youssouf Bakayoko. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers frères et sœurs, la population électorale ivoirienne, au nombre de 6 318 311, se rendra aux urnes le 30 octobre prochain pour se prononcer sur le projet de constitution adopté par l'Assemblée nationale le 11 octobre dernier. En prélude à la tenue de ce scrutin référendaire, la campagne électorale débutera demain samedi 22 octobre à 0h, c'est-à-dire ce vendredi à minuit, pour s'achever le vendredi 28 octobre à minuit. Comme précisé par les différents textes d'encadrement juridique du scrutin, les partis et groupements politiques de notre pays, constitués en ensemble d'entités favorables au oui et d'entités favorables au non, pourront battre campagne auprès de la population pendant la période que je viens d'indiquer. Chers frères et sœurs, l'importance de ce scrutin référendaire
n'est plus à démontrer, je voudrais saisir également l'occasion de cette adresse pour inviter l'ensemble de la classe politique et de la communauté nationale à œuvrer, chacun à son niveau, pour le déroulement de la campagne électorale dans un climat apaisé, dans l'intérêt supérieur de notre cher pays. La Commission électorale indépendante mettra tout en œuvre pour relever encore une fois le défi de la bonne organisation et de la transparence afin d'offrir à la Côte d'Ivoire, le 30 octobre 2016, un scrutin équitable et incontestable. Bonne campagne électorale à tous et à toutes. Je vous remercie. La ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale souhaite aussi que cette période soit empreinte de paix. Marietou Koné a fait une déclaration que je vous propose d'écouter. À quelques heures de l'ouverture de la campagne référendaire, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale souhaite que cette étape avant le vote du 30 octobre se déroule sans heurts. Nous devons nous rassembler et regarder dans la même direction pour bâtir une nation forte, fraternelle et prospère. Nous sommes capables de relever ce nouveau défi dans un climat apaisé et de non-violence. Nous avons prouvé lors de l'élection présidentielle d'octobre 2015 que l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, notre bien le plus précieux, est au-dessus de tous les intérêts particuliers et partisans. Au lendemain du référendum, la Côte d'Ivoire doit rester une famille unie et solidaire pour s'engager sur la voie de la réalisation de grands desseins pour notre pays. La campagne du oui ou du non pour la révision de la Constitution s'achève le 29 octobre. Tout est fin prêt pour garantir un scrutin référendaire sans heurts. C'est au total 30 000 hommes qui seront déployés sur l'étendue du territoire pour la sécurisation du référendum qui aura lieu le 30 octobre. Ce plan de sécurisation va se tenir en 3 phases. Le reportage de Abou Sanogo. Égale destinée, c'est le nom de l'opération de sécurité publique qui a pour objet la sécurisation du référendum 2016. Cette opération va mobiliser 30 000 hommes, dont 12 000 fonctionnaires de police, 12 000 gendarmes et 4 500 militaires pour la sécurisation et 1 500 autres personnels pour le soutien. Ils seront projetés au plus près des populations à travers tout le pays pendant 7 jours, soit du 27 octobre au 2 novembre prochain. À l'escadron de gendarmerie de Koumassi, le plan de sécurisation du référendum mis en œuvre par le Centre opérationnel interarmé de l'État-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire a été présenté et validé par le chef d'État-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, qui avait à ses côtés le commandant supérieur de la gendarmerie et le directeur général de la police nationale. En termes de sécurité, rien à craindre, parce que nous serons présents partout, sur l'ensemble du territoire. Nous aurons beaucoup de présence sur les routes, dans les campagnes, pour rassurer encore davantage nos populations. À l'occasion de ce référendum, les effectifs ont été renforcés pour rassurer les populations dans leurs déplacements. Il y aura la police et la gendarmerie qui seront dans tous les lieux de vote. Et ces deux feront en sorte que chacun puisse voter librement. L'opération Égale destinée sera assurée uniquement par les forces ivoiriennes. Aucune intervention des forces internationales n'est prévue. Ce communiqué relatif à la gestion de l'antenne en période de campagne, la Direction générale de la RTI informe l'opinion nationale que conformément aux décisions de la ACA relatives à la campagne sur le référendum du 22 au 28 octobre prochain, le dispositif de couverture médiatique mis en place est libellé comme suit. Les espaces dédiés aux activités de la dite campagne ne sont réservés qu'aux acteurs du oui ou du non. Dans les journaux télévisés, des espaces de durée égale sont mis à la disposition des différents acteurs du oui ou du non utilisables selon leur agenda. D'ores et déjà, les principaux partis et groupements politiques s'étant déjà exprimés pour le oui ou pour le non ont été contactés. Toutefois, les autres partis ou groupements politiques intéressés peuvent joindre la direction de l'information à l'adresse électronique jtrti1@rti.fr.
fti.ci pour les modalités pratiques. Fait à Abidjan le 21 octobre, le directeur général Amadou Bakayoko. À San Pedro, Méagui, Goïtafla, les populations adhèrent au oui lors du référendum du 30 octobre. L'UDC se rallie au RHDP pour dire aussi oui à la nouvelle constitution. À Bouaké, l'on se prépare à accueillir le président Ouattara qui va y animer un grand meeting. La culture tient une place de choix dans la nouvelle constitution ivoirienne. C'est l'essentiel des propos du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Badaman, face aux acteurs culturels et à la presse. Le préambule, par exemple, le texte de loi dispose de 18 paragraphes, dont 5 consacrés à la culture, notamment à la défense de notre patrimoine culturel et à la promotion de nos valeurs morales et spirituelles. Ces 5 paragraphes sur les 18 représentent près du tiers du corps du préambule. Quel apport à la culture? Déjà divers articles relatifs pour l'essentiel à la diversité ethnique, à l'attachement aux valeurs spirituelles et morales, symbolisés par le pouvoir dévolu à la chefferie traditionnelle, sans oublier l'article 24 consacré à la loi portant politique culturelle. Des raisons selon le ministre Maurice Badaman pour les artistes d'adhérer au projet. Aussi a-t-il mis ces derniers en mission en faveur du oui. À San Pedro, en vue d'une meilleure compréhension et adhésion massive au oui, les responsables du RHDP ont été formés et sensibilisés par le député sous-préfecture de San Pedro. Les responsables départementaux se disent désormais prêts à aller partout dans les campements, hameaux et villages pour expliquer le bien fondé pour la Côte d'Ivoire de se doter d'une nouvelle constitution qui va réconcilier les Ivoiriens. Faire comprendre le bien fondé d'une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire, tel est l'objectif de cette rencontre entre les députés René Neutro, Salé Poli et les populations de Méagui. Des points tels le Sénat, le foncier, la cohésion sociale ont été débattus au cours de cette rencontre. Les chefs ont déclaré avoir saisi l'opportunité d'une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire et se sont dit prêts à voter le dimanche prochain oui au référendum. Le préfet de Soubré a demandé à la population de faire confiance au président Alassane Ouattara et d'aller retirer leurs cartes d'identité et cartes d'électeurs dans les mairies et sous-préfectures pour pouvoir voter. La vice-gouverneure du district d'Abidjan, Thiebi Djelou, était dans la région de la Maraoué où elle a visité plusieurs localités de Goïtafla. Dans ce village, elle a expliqué pourquoi les autorités ivoiriennes ont décidé de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. Une constitution qui va donner une large place aux femmes et aux jeunes. Pour cela, elle a invité ses parents à voter oui au référendum pour permettre aux Ivoiriens de vivre dans la paix. Sensibiliser et mobiliser les femmes et les jeunes de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, pour un oui massif au référendum. C'est le thème de cette assemblée générale tenue au siège de ce parti. Objectif principal, relever les défis au niveau du taux de participation. Le secrétaire général Laurent Bogui-Tchagba a félicité les députés pour le travail abattu à l'Assemblée nationale le 11 octobre dernier. Il les a aussi exhortés à s'impliquer dans la sensibilisation et à expliquer les biens fondés de la nouvelle constitution aux populations. L'UDC sensibilise pour le oui au référendum du 30 octobre. Conseillers régionaux, chefs de service et chefs de communauté ont été informés des bienfaits du projet de la nouvelle constitution. Ce qui est clair et se comprend aisément s'applique facilement. Dès le départ, nous avons accepté d'accompagner donc cette législature. Occasion pour le représentant du RHDP de saluer cette initiative. Tous nos chefs ont accepté de nous accompagner, les chefs de service qui étaient là, les autres frères des autres tendances politiques ont accepté, les femmes ont accepté, nous sommes heureux et nous disons que nous allons faire un grand score. Une tournée de sensibilisation va sillonner toute la région du Bouaklé très bientôt. L'esplanade Le Capitole de Bouaké retrouve son monde dans des grands événements. Cette forte mobilisation est à mettre à l'actif de l'ONG Oukademe et de son président Touré Souleymane qui lance l'opération Cratère Blanc pour une mobilisation totale le jeudi 27 octobre 2016 pour accueillir le président de la République Alassane Ouattara
adhérant ainsi au oui pour la nouvelle constitution. Nous ferons le tout pour que le stade de Bouaké soit brûlé à craquer. Et nous allons démontrer au président que nous sommes prêts. Aux côtés de Touré Souleymane était présente toute la grande famille du RHDP de la région de Gbeke. On va remplir tout Bouaké depuis l'aéroport, sur son parcours jusqu'à sa résidence et après on va l'accompagner au stade. Rendez-vous le 27 octobre au stade de la Paix de Bouaké. Il faut expliquer aux populations pourquoi on doit aboutir à l'adoption d'une nouvelle constitution. Pour réussir cette mission confiée au président des mutuelles de développement de Sorobango Tagadi, l'honorable Mohamed Ouattara s'est essayé à un cours magistral. Dans la peau d'un enseignant, il a expliqué tous les contours du projet de loi sur la nouvelle constitution adopté le 11 octobre dernier au Parlement. Ces responsables de mutuelles sont en fait les interlocuteurs, certes, du député, mais sont aussi la bouche et l'oreille de nos populations qui sont au village. Elles pourront inciter les parents et leur dire que par cette constitution, nous-mêmes qui sommes de ces localités, nous y trouverons notre compte. Le Conseil national de la presse invite les organes de presse au strict respect des règles professionnelles. Sont interdits tout écrit susceptible de désinformer l'opinion. Alexis Ouedraogo nous fait le point du communiqué du CNP. Le Conseil national de la presse décide. Les organes de presse veillent de façon générale et sans équivoque au respect des règles professionnelles prévues par la législation en vigueur et plus particulièrement au strict respect de l'équilibre de l'information relative au courant d'opinion exprimé. Les organes de presse veillent au respect des dispositions liées à l'exercice du droit de réponse au cours de la campagne référendaire. Le responsable de l'information de tout site internet d'actualité générale est tenu de mettre en ligne dès sa réception la réponse de toute personne mise en cause sur son site. Est interdite dans les organes officiels de presse que sont Fraternité Matin et l'agence ivoirienne de presse toute publicité à des fins de propagande. Sont interdits tout écrit injurieux, diffamatoire, attentatoire à l'honneur, à la dignité des personnes, quelle que soit leur opinion, ou incitant à la haine à leur encontre. En outre, sont interdites les images les présentant dans des postures dégradantes. Sont interdits tout écrit incitant au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires, au meurtre, aux incendies, à la destruction par quelque moyen que ce soit de biens publics et privés, à toute forme de violence exercée à l'encontre de personnes physiques et morales, ainsi que sur leurs biens ou à l'apologie des mêmes crimes et délits. Incitant à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes, faisant l'apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l'ennemi, incitant les militaires et les forces de l'ordre à l'insoumission et à la rébellion, portant atteinte à l'intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Sont interdits tout écrit de nature à désinformer l'opinion, à tronquer ou à dénaturer les propos tels que tenus par leurs auteurs. Est interdite la publication en l'état de propos ayant un caractère injurieux, offensant, incendiaire, calomnieux ou diffamatoire. Est interdite la publication sous quelque forme que ce soit des estimations de vote ou de sondages pendant la campagne référendaire. Est interdite la publication des résultats du référendum avant leur proclamation par la Commission électorale indépendante. Tout contrevenant aux interdictions contenues dans la présente décision s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. La présente décision, qui vaut dispositions réglementaires, sera enregistrée, publiée au journal officiel et communiquée partout où besoin sera. Sachez que demain, on va débuter la campagne pour le référendum constitutionnel du 30 octobre. Parlons maintenant enseignement supérieur. Le professeur Meroiroy était à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il a présenté le contenu du projet C2D en ce qui concerne le volet éducation-formation. Objectif à inciter enseignants et étudiants à se mobiliser en vue de bénéficier des fonds alloués. Et ces fonds s'élèvent à 61 milliards de francs CFA. Le reportage de Herman Niamia.
61 milliards de francs CFA alloués au secteur de l'éducation-formation dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D. Mais faute de communication, aucun engouement n'est constaté chez les universitaires et étudiants pour capter les fonds. Le chef du projet C2D, Enseignement supérieur et recherche scientifique, était donc face aux enseignants et étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny pour leur présenter le contenu du contrat de désendettement et de développement C2D. On a envie de faire passer un message pour que les acteurs universitaires prennent conscience du fait que le C2D est un outil à leur disposition, que les C2D, qu'ils sont les premiers bénéficiaires de ce projet. Ces fonds sont alloués sous forme de bourses d'études à l'étranger et de financement de projets de recherche. Il s'agit donc pour les étudiants et enseignants des universités et grandes écoles publiques de présenter des projets solides afin d'en bénéficier. Maintenant que nous en savons le contenu, maintenant que nous avons diffusé et partagé l'information, il faut maintenant savoir capter les fonds logés au sein du C2D. Et c'est là qu'intervient la dimension stratégique de l'appropriation du C2D. Et c'est cela que nous sommes en train de faire en ce moment avec nos collègues enseignants-chercheurs, les étudiants et le personnel administratif et technique des universités et grandes écoles. Le C2D est un mécanisme qui consiste pour la France à convertir les créances d'aide publique au développement d'un pays en projet de développement défini conjointement entre le pays partenaire et la France. D'un montant de 738 milliards de francs CFA, le deuxième contrat entre la France et la Côte d'Ivoire est le plus important C2D jamais signé. Il concerne la période 2014-2020 et le montant total du C2D s'élève à 1900 milliards de francs CFA. L'artiste, chanteur, producteur et compositeur David Taïro va célébrer demain 30 ans de carrière musicale. David Taïro visitera à cette occasion et pendant 3 heures ses chansons à succès. 30 artistes nationaux et d'autres de l'étranger se succéderont sur scène. Taïro Esson David, connu sous le pseudonyme de David Taïro, est une figure bien connue dans le milieu de la musique ivoirienne. Arrangeur, chanteur, compositeur, producteur, distributeur et acteur de cinéma, son histoire musicale se confond avec celle du groupe Weya. M. François Cognan, quand il a eu en tête de monter son groupe professionnel de musique, il a ajouté le concept de paysan musicien et son père nous a donné des terres et donc outre la musique, nous faisions l'agriculture. Comme tous les jeunes de son époque, David Taïro a bravé l'autorité des parents pour s'adonner à sa passion. Dans les années 80, la pensée des parents est très négative par rapport à la décision d'un de leurs enfants de faire la musique. Donc moi, je n'y ai pas échappé. Et mes parents se sont opposés. Il y a eu le clash. Un clash certainement qui lui a permis de se forger une personnalité en 30 ans de carrière. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Alors là, pas du tout. Parce que je suis l'un des hommes les plus heureux de la Terre parce que je fais le métier dont j'ai toujours rêvé. C'est un long parcours, 30 ans, c'est pas évident. 8 albums solo et 6 avec le groupe Weya, c'est la moisson de l'artiste David Taïro qui célèbre ce samedi au Palais de la Culture de Treichville le 30e anniversaire de sa carrière musicale. Sachez qu'un train a déraillé dans l'ouest du Cameroun. Plus de 50 personnes ont trouvé la mort dans cet accident. 300 autres sont blessés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'Afrique du Sud va se retirer de la Cour pénale internationale. Dans une lettre adressée aux Nations Unies, elle estime que ses obligations au regard de la résolution pacifique des conflits étaient parfois incompatibles avec l'interprétation donnée par la CPI. Ce retrait prendra effet dans 1 an à compter de la date de réception de cette lettre par le secrétaire général de l'ONU. Cette intention de se retirer de la CPI a été évoquée après les critiques émises à son encontre pour ne pas avoir exécuté un mandat d'arrêt lancé contre le président soudanais Omar el-Béchir. Omar el-Béchir qui est accusé de génocide et de crimes de guerre lors d'une visite de ce dernier en 2015 en Afrique du Sud. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.